parler système distribué, on va parler remote. Et j'aimerais bien commencer par vous donner un petit peu de contexte. Pour la petite histoire, moi je suis un dev qui vient de Grenoble. La photo que vous voyez, c'est la vue dans les belles montagnes qui se trouvent à 15 minutes de chez moi, que j'ai forcément pas envie de quitter, hein. J'aime bien le ski et j'aime bien tout ce qui se trouve dans la région. Et il s'avère qu'il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, j'ai voulu entamer un changement un peu dans ma carrière et essayer de basculer vers un poste qui m'attirait de plus en plus à l'époque. J'aime beaucoup partager avec les autres, je commence à découvrir ce que c'était que finalement un peu que le métier de relation développeur. Je commençais à avoir des postes de développeur advocate qui commençaient à se monter et j'avais envie d'essayer. Le seul problème, c'est que c'est quand même encore un métier où il y a peu de postes ouverts aujourd'hui en France et la plupart des postes qui sont ouverts sont quand même très centralisés autour de Paris. Et moi, j'aime bien quand même ma région grenobloise. Et c'est ce qui m'a un peu poussé finalement à essayer aussi de faire un deuxième gros changement, c'est de prendre un poste finalement en full remote, voulu. Donc c'était avant Covid, avant la période Covid, où j'imagine que certains d'entre vous ont été poussés aussi tous à passer en remote. Et bien que je sois quelqu'un qui préfère à la base les interactions en face à face, pour la petite histoire, c'est la première fois que je fais ce talk, pas face à ma caméra, mais avec des gens en face. Donc je vous remercie, c'est un peu intimidant, ça, je suis plus habitué, mais voilà, on va s'y faire. J'aimerais bien commencer du coup par faire un petit sondage finalement, qui a pratiqué le remote partiel ou full ces derniers temps, qui a essayé? Voilà. J'imagine qu'on aurait posé la question il y a 2 ans, ça n'aurait pas été la même réponse, donc voilà, entre-temps, il y a eu des petites choses sympas ou moins sympas qui sont passées par là. Donc pour finalement vous donner un peu plus d'infos sur de quoi je vais parler pendant les 45 prochaines minutes, je voulais vous faire un peu un retour d'expérience de comment ça s'est passé, mon passage un peu en full remote, ce que j'ai appris, ce qui marche ou marche pas, du fait de travailler dans une équipe qui est plutôt, vous allez voir, pas mal distribuée. Ayant eu aussi un passage en remote qui a été voulu dans une équipe qui était prévue pour accueillir du remote, où ça ne s'est pas fait à la dernière minute, donc voilà. Et personnellement, comme je suis quelqu'un qui est technique à la base, je vous ai dit, je suis développeur, je trouve ça personnellement très difficile de faire un talk qui parle de soft skills. Finalement, c'est quand même pas mon truc à la base, qui suis plutôt tech. Donc c'est pour ça que j'ai voulu raccrocher ce talk en parlant de quelque chose qui me parle plus, que je connais beaucoup mieux, auquel je suis plus à l'aise, de parler de systèmes distribués en fait, finalement, de voir les problèmes qui peuvent se poser lorsqu'on on veut faire circuler des données dans des gros systèmes qui ne sont pas répartis géographiquement au même endroit, et de voir finalement comment on peut rapporter certains parallèles, certains problèmes finalement qu'on sait très bien résoudre de manière tech, de voir finalement si ça pourrait pas nous inspirer ou nous aider pour résoudre les mêmes problèmes, mais finalement dans nos équipes, pour voir comment on pourrait améliorer, comment voir des fois qu'est-ce qui marcherait ou qui marche pas, pour finalement mieux bosser lorsqu'on est à distance. Donc vous me direz à la fin votre feedback, si le parallèle marche bien ou pas, je suis très preneur de retour. Donc je vais commencer par me présenter. Donc vous l'avez entendu, je m'appelle Johan, donc je travaille aujourd'hui en tant que Cloud Developer Advocate chez Microsoft. Je suis fan de tout ce qui est techno-web, je fais beaucoup d'open source et j'aime beaucoup bricoler à la maison. Et à la fin, s'il y en a qui veulent venir discuter, je serais curieux de savoir aussi dans quoi vous bossez et quelles sont un peu votre expérience du remote, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, est-ce que vous avez envie de continuer ou pas. Pour vous parler un peu de mon équipe et de mon contexte, je pense qu'il faudrait que je le remette à jour parce que ça bouge pas mal. Là, encore les points sont clusterisés, mais en vrai, on est éparpillés vraiment de partout. J'ai eu des managers qui se sont retrouvés en Australie, aux États-Unis, j'ai des collègues qui sont au Brésil, en Israël, un peu de partout au final. Et on est à peu près plus d'une centaine à travailler dans cette équipe qui a été vraiment distribuée dès le début. C'était un peu la volonté de cette équipe-là. Et j'aimerais savoir aussi qui bosse dans une équipe finalement qui est un peu internationale ici. Est-ce qu'il y a des gens qui bossent? Il y a quand même quelques-uns, donc un peu moins. Donc vous verrez, la partie distribuée, du coup, ça pousse un peu à l'extrême, parce qu'il y a plein d'autres problèmes qu'on a moins quand on est quand même un peu plus répartis sur les mêmes fuseaux horaires, mais du coup, ça donne aussi quand même quelques idées de ce qui peut se passer mal le jour où on veut s'agrandir. Donc ce talk, concrètement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les problèmes distribués sous 3 angles principalement. Le premier, ça va être le problème de distribution géographique, donc tous les problèmes et éventuellement les solutions qu'on peut mettre en place pour faire face à ça. Les problèmes de scalabilité et à la fin, les problèmes de fiabilité pour être sûr que tout continue de bien fonctionner.
Donc, il va falloir que vous travailliez un petit peu dans ce talk, parce que je vous l'ai dit, à la base, mon objectif, c'est quand même de parler un petit peu finalement de soft skills, mais je vais aborder ça sous un angle technique. Donc, si vous voulez imaginer un peu les parallèles, vous verrez qu'il y aura des petits moments de pause où on fera un peu des récaps là-dessus. Le mapping à faire de base, c'est quand je vais parler de données, il faut imaginer que je parle d'informations finalement au sens propre, n'importe quel type d'information qui peut circuler dans une équipe, et quand je parle de service, en gros, ça va se mapper grosso modo à une équipe. Donc, on attaque dans le vif du sujet. Quand on a des systèmes qui sont répartis géographiquement, quels sont les types de problèmes qu'on peut rencontrer? L'un des premiers problèmes, ça va être le problème de latence. Finalement, on a un service qui se trouve à un endroit quelque part dans le monde, on va aller récupérer une donnée, donc on va faire une requête sur ce service. La donnée, on ne va pas la recevoir instantanément comme ça en claquant des doigts. Il y a une certaine distance à parcourir, du coup, il peut y avoir une certaine latence avant que la donnée arrive. Donc voilà, la donnée, on la demande, mais on ne reçoit pas forcément immédiatement cette donnée-là. Du coup, comme il y a un certain temps pour que les données circulent, le deuxième problème qui découle de ça, c'est qu'on peut avoir des problèmes de synchronisation. Typiquement, vous avez deux services A et B. Il y a une donnée qui est poussée dans un premier service A qui éventuellement devrait être répliquée ailleurs. Le fait est qu'il y a un temps de transfert de cette information-là dû à la distance géographique, et du coup la synchronisation pareil n'est pas instantanée, et donc on peut avoir des désynchros à un instant T donné. Donc deux infos qui sont pas concordantes. Et du coup, deux infos qui ne sont pas concordantes, ça peut poser des problèmes de cohérence. C'est-à-dire que si on a une personne et qu'on va demander une info à deux services différents qui du coup sont désynchronisés à cet instant-là, on peut recevoir des informations qui ne sont pas les mêmes, bien qu'on aimerait, bien que normalement elles devraient correspondre. Donc comment on résout ces trois grandes catégories de problèmes? Plusieurs solutions. Alors, s'il y en a qui sont experts dans les systèmes distribués, je m'excuse par avance. Je vais essayer de simplifier la plupart du temps ces solutions-là et garder en tête que c'est des solutions possibles. Il n'y a pas que ça qui existe comme solution. Ça peut être adapté à certains problèmes, mais pas du tout à d'autres. Premier problème, comment on essaye de résoudre un peu tout ce qui est problème de latence? En général, on a des solutions qu'on connaît bien, qui sont des systèmes de CDN ou de cache. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de répliquer la donnée en la mettant dans une position géographique au plus proche de celui qui va en avoir besoin. Donc typiquement, quand vous allez regarder des vidéos sur YouTube ou autre, en général, vous n'allez pas aller à chaque fois aller taper dans les serveurs qui vont aller traverser l'Atlantique aux autres bouts des États-Unis, etc. Il va y avoir un cache, un CDN qui va être au plus proche de chez vous pour diminuer la latence, pour avoir l'information au plus rapidement possible. Et donc on réplique ces différents caches à différents endroits géographiques pour limiter ces problèmes de latence. Une autre façon différente de résoudre des problèmes de latence, notamment quand on a besoin d'aller récupérer de l'information un peu à droite, à gauche, à différents endroits, quand on commence à cumuler la latence en faisant ces requêtes à ces différents services, au bout d'un moment, ça peut faire beaucoup. Du coup, on peut faire aussi, on peut passer par ce qu'on appelle une agrégation, c'est-à-dire on va avoir quelque part un intermédiaire qui lui va essayer d'aller récupérer toutes ces requêtes pour vous là, pour que la latence, vous la payez qu'une seule fois et vous récupérez toute l'information en même temps. Ça permet aussi des fois d'éviter des problèmes d'incohérence entre les différentes infos qu'on essaye de récupérer. Quand on veut éviter justement des problèmes de cohérence, avoir des infos qui ne sont pas les mêmes alors qu'elles devraient être les mêmes à différents endroits, il n'y a pas non plus de recette miracle. En général, quand c'est quelque chose de vraiment critique, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de centraliser cette donnée-là pour qu'il n'y ait finalement qu'une seule source de vérité. Et que du coup, comme ça, au moins on s'évite un peu des problèmes de synchronisation, mais voilà, on perd un peu ce côté distribué. Mais quelquefois, on ne peut pas y couper. C'est une des solutions qui ne nous arrange pas forcément des fois, mais qui permet de résoudre ce problème-là. Quand on veut essayer de résoudre, je dirais entre guillemets, le problème de synchronisation, parce que quand on est dans un modèle distribué, on ne résout pas le problème de la synchronisation, comme il y a une distance qui est inhérente au fait d'être pas au même endroit géographiquement, il n'y aura jamais possibilité d'être à un instant T parfaitement synchronisé entre plusieurs systèmes qui ne sont pas au même endroit, à part si un jour on invente la téléportation, mais ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'on a comme solution? On a un système qu'on connaît dans nos bases de données, qui est le système de transaction. Ça peut s'appliquer d'une manière
un peu particulière au système distribué. Alors là c'est un schéma très simplifié de comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que finalement quand on veut faire une modification d'une donnée, on va bloquer tous les autres qui voudraient éventuellement aller lire ou modifier cette donnée-là, le temps que ce soit réparti, qu'on ait la confirmation que la donnée a bien été synchronisée entre les différents morceaux. Et dans ce cas-là, on débloque les autres. Alors vous voyez que voilà, quand on va vouloir avoir beaucoup de personnes qui veulent accéder à la même donnée en même temps, si on utilise un peu trop ce système de transaction, du coup, ça va causer des bouchons, des ralentissements, ça va poser souci. Bon, pour l'instant, je vous fais un petit peu les récaps, un peu les basiques des systèmes distribués. Comment ça va se traduire finalement au monde humain, toutes ces histoires-là que je raconte. Bon, c'est là où on va commencer à faire un petit mapping. Alors, je vais l'aborder sous deux angles, finalement. L'angle un peu personne, en tant que rôle, en tant qu'humain, et en tant qu'outil. Je vais commencer par les outils. Finalement, les CDN, les systèmes de cache qu'on met dans nos systèmes, quel pourrait être l'équivalent, finalement, dans notre mode de fonctionnement en équipe pour faire partir les infos et les répartir, quand on a beaucoup d'infos qui doivent aller à beaucoup de personnes en même temps. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous, c'est un truc je pense qui vient pas mal de boîtes américaines, qui est le principe de faire des all hands. En gros c'est l'idée d'avoir une réunion à l'échelle de votre entreprise ou des fois juste de l'organisation ou des fois l'équipe qui est par exemple les bureaux de Grenoble ou les bureaux de Paris, etc. Donc localisés. C'est l'idée de se dire on va tous être à la même réunion en même temps, on va faire passer les infos et tout le monde va avoir cet enregistrement-là si on est à distance et sur des fuseaux horaires différents. C'est comme ça que ça se passe chez nous. À part si vous aimez bien vous lever à 4h du matin pour voir votre CEO parler. Mais voilà, nous on a ça, typiquement, on a notre CEO qui fait ça régulièrement. On a, voilà, au niveau de notre org, au niveau de notre équipe, on en a régulièrement de ces grandes réunions où l'idée c'est de faire recirculer les grandes infos, une communication vraiment descendante, cette fois-ci-là, et de faire passer l'info au plus de monde possible. Après, à plus petite échelle dans votre équipe, un truc super important quand on est en remote, je dirais même d'essentiel, c'est d'enregistrer finalement toutes les réunions qu'on peut vouloir faire. Et un truc encore mieux, si vous êtes un peu plus motivé, c'est de faire ce qu'on appelle des minutes. C'est un résumé finalement des points importants qui ont été discutés pendant une réunion, des décisions éventuellement qui ont été prises. Et si vous êtes vraiment bien organisé, c'est de préparer toutes les questions éventuellement, ou en tout cas les thèmes à aborder pendant la discussion en avance, par exemple sur un document partagé pour que tout le monde puisse s'informer à l'avance et qu'on évite de trop partir hors sujet pendant une réunion. Et j'insiste vraiment sur l'aspect enregistrement parce que des fois on peut avoir le cas, alors nous on a forcément le cas dans mon équipe personnellement parce que on a des gens, on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires, des fois c'est dur de se synchroniser, donc avoir les enregistrements c'est juste essentiel parce que sinon on rate plein d'infos et c'est quand même pas cool pour les gens qui peuvent pas se connecter alors qu'ils dorment. Mais même quand on est dans le même fuseau horaire, pour plein de raisons, ça peut être parce que moi perso j'ai une famille, des fois à l'heure de la réunion, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école, je peux pas forcément être toujours dispo, ou je sais pas, à un moment donné j'étais malade, ou je voulais faire du ski, je me suis cassé une jambe, bref, si je veux pas rater ces infos-là, au moins elles sont enregistrées, et faire des réunions en disant non mais en fait ce qu'on va discuter c'est un peu critique, on veut pas l'enregistrer, du coup c'est pas cool pour les collègues qui peuvent pas être là à un instant T, et quand on est en remote, on évite quand même un peu d'avoir ces principes-là. Après, en termes d'agrégation d'informations, un truc, j'ai envie de dire, c'est plus de la bonne pratique. Je ne sais pas si vous connaissez le site noelo.com, si ça vous parle. C'est un peu la base. J'imagine que pour tous ceux qui ont bossé en remote, vous avez utilisé des outils comme Slack, Teams ou autres pour chatter, Discord, je ne sais pas. Qui utilise Teams ici? Tiens, petit sondage. Qui utilise Slack? L'autre moitié, bon, ok. Donc voilà. L'idée, c'est quoi, noelo.com? Moi, j'ai ça en rappel des fois quand il y a des gens et que je n'ai pas envie de paraître pas sympa, des fois je leur mets juste ça en réponse. C'est une petite charte d'utilisation de ces outils de chat qui sont finalement asynchrones à la base pour dire c'est sympa en fait quand on envoie un message à un collègue et qu'on dit juste hello et qu'on attend la réponse du collègue pour lui dire vraiment qu'est-ce qu'on voulait lui demander. En fait, c'est pas cool. Parce que des fois, alors moi perso, ça m'arrivait plein de fois en tant que développeur où tu reçois le message hello, tu viens voir. Tu t'interromps des fois dans ton travail parce que je ne sais pas si c'est ton chef qui t'envoie ça, des fois tu dis bon ça peut être important et en fait tu n'as pas l'info.
Donc tu réponds, ok, hello, et puis là, on attend encore que la personne tape son petit message au clavier, et là on a la question qui arrive. En fait non, c'est très bien d'être poli, de dire bonjour, etc. Mais dans ce cas-là, bonjour, machin, est-ce que tu peux m'aider là-dessus et donner toute l'info de suite? En fait, tout simplement, ça mange pas de pain, et quand on revient, quand on a interrompu, on va dire, de son contexte, et qu'on revient, qu'on voit le message, et ben on peut tout de suite y répondre. Il n'y a pas justement cet effet d'aller-retour ou cet effet de forcer une synchronisation entre deux personnes alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et de même pareil, quand vous lui avez répondu, donnez le plus de contexte possible. Si jamais vous avez besoin de plus d'infos, demandez ça en même temps que votre réponse. Comme ça, si la personne voit votre message dans 1 heure, il n'y aura pas à essayer de trouver une synchronisation qui ne servira à rien, parce que ces messageries-là fonctionnent de manière inhérente, de manière asynchrone. Donc voilà. Pareil pour les emails, quelque chose que j'ai découvert en fait surtout quand on commence à avoir des vagues d'emails qui sont énormes. Des fois, on part en vacances 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et on reçoit des emails. Tiens, en fait, je t'avais demandé un truc il y a 3 semaines, tu l'as toujours pas fait. Ouais, mais tu m'avais demandé quoi en fait? Quand on envoie un email, même si du coup, je sais pas, c'était une petite conversation que vous avez eue la veille avec quelqu'un, peut-être pendant un meeting ou quoi, et que c'était pour parler, je sais pas, décider de quelque chose ou poser une question, redonnez toujours une petite ligne, un petit contexte pour remettre voilà, votre demande dans un contexte particulier, comme ça, quand on voit le message, que ce soit le lendemain, 1 heure après ou 3 semaines après, au moins on a le contexte. Et ça évite encore une fois de faire un aller-retour. En fait, tu voulais quoi? On parlait de quoi? Je me souviens plus. Bref, voilà, le contexte, c'est quelque chose, ça paye, ça coûte rien souvent dans les emails. Et ça permet de gagner énormément de temps quand on bosse justement de cette manière à distance. Quand on parle de centralisation, en termes d'outils, on a tout ce qui est base de connaissances partagées. Ça peut être du Confluence, un wiki quelconque, mais c'est important d'avoir une base où finalement on peut partager facilement avec son équipe ou avec d'autres équipes pour que les infos ne soient pas perdues. Un backlog, typiquement de dev, c'est un très bon endroit pour centraliser et pouvoir suivre l'avancement d'un projet. Et côté transaction, c'est le truc justement qui coûte cher, c'est le truc qu'on veut éviter, mais c'est les trucs que la plupart du temps on ne peut pas éviter, c'est ces meetings. Et du coup, ce qui est cool, c'est quand on est en remote, on a plein de moyens de communiquer avec les personnes. Souvent, le meeting, il faut se le réserver pour les moments où on a vraiment cet intérêt-là d'être à plusieurs. Que ce soit pour de l'échange privilégié entre équipes, mais comme ça demande quand même un sacré effort pour synchroniser souvent toutes les personnes, il faut que tout le monde soit là en même temps, actif et concentré sur le meeting. Du coup, en fait, finalement, quand on peut remplacer un meeting par un email ou juste un message sur Slack ou autre, c'est bien de pouvoir s'en passer du meeting et de limiter ça vraiment au strict minimum. Parce qu'après, quand on passe sa journée en meeting derrière la caméra, je peux vous dire, on est épuisé et finalement, des fois, on a l'impression de ne pas avoir avancé, ça ne servit à rien. J'imagine que vous connaissez bien ce sentiment-là pour ceux qui ont déjà un peu pratiqué. Mais voilà, le meeting, c'est l'équivalent de la transaction, c'est le truc à utiliser vraiment avec parcimonie. Maintenant, si on met des têtes un peu humaines là-dessus, du coup, pour ce qui est justement résoudre des problèmes d'agrégation ou des problèmes de cache, c'est là où on peut avoir des rôles justement comme le manager, où il y en a certains, surtout middle management, qui sont un peu posés des questions à quoi ils servaient, justement un peu en mode Covid. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça ici, mais justement c'est là où il y a un super rôle finalement à amener, à faire en fait cet intermédiaire, des fois pour avoir des infos un peu plus immédiates, plutôt que de savoir, on ne sait pas à qui il faut aller demander une info RH ou quoi. Personnellement, nous les managers, ils font surtout relais RH, c'est un peu l'équivalent du CDN pour tout ce qui est info RH. Ça peut être pour des questions techniques, votre lead dev justement, qui plutôt que d'aller pinguer des messages sur Slack en général pour avoir de l'aide, des fois avoir un relais technique identifié direct au sein de votre équipe ou d'une autre équipe. Quand vous cherchez une info que vous n'avez pas en direct, ça peut être très utile, et en général c'est là où identifier des relais, c'est super pratique quand on est à distance. Et quand vous êtes à peut-être un peu plus grosse échelle, moi j'ai connu ça beaucoup dans des startups, on en a aussi chez nous, chez Microsoft, le rôle. Alors il peut prendre plusieurs noms, chez nous ça s'appelle des PM, des programmes managers. Le nom n'est pas important, l'idée c'est que c'est une personne en fait, qui finalement elle va être transverse à plusieurs équipes, et son rôle ça va être exactement d'identifier finalement quand il y a besoin d'aller chercher une info, à qui il faut aller la demander. Plutôt que justement, nous on est dev, on a besoin, je ne sais pas, de savoir qui gère l'attente parce qu'on a un problème, on ne sait pas comment ça marche, etc. Mais on ne fait pas partie de l'équipe qui gère ce système-là. Plutôt que d'aller pinguer à droite à gauche et d'attendre à chaque fois des réponses où on y dit non, en fait va voir un autre, et puis de faire à la fin Astérix et les 12 travaux et de se retrouver baladé à droite à gauche, en fait le rôle du PM ça va être de faire le relais, d'être transverse à ses équipes et de savoir justement d'aller chercher cette information-là pour vous, pour que tout le monde gagne du temps
temps, et au final, son rôle, c'est de connaître finalement, qui a l'info nécessaire pour résoudre ce problème-là. Donc c'est un rôle qui, notamment quand on est en mode distribué, devient très très important. Alors après, en vrai, comment ça s'appelle, tout ce que je vous dis, alors ça s'applique dans une certaine mesure, n'empêche qu'on reste des humains, on n'est pas des machines. Et notamment, on a des temps de downtime. Il faut qu'on dorme à un moment donné, qu'on mange, tout ça. On n'est pas H24 toujours à pouvoir répondre à un message sur son Teams ou sur son Slack. C'est pour ça que justement, je vous disais tout à l'heure avec le noelo.com, tout ce qui est finalement moyen de communication asynchrone, du chat, de l'email, ça marche quand même vraiment bien. Il faut pouvoir souvent l'utiliser en premier lieu avant d'essayer de pinguer des meetings des fois, voilà, plutôt que de juste poser une question sur un chat. Un truc qui est pas mal aussi, surtout quand on n'a pas les mêmes emplois du temps, même si on n'est pas forcément même si on est dans la même on va dire grosse zone géographique, si vous êtes en remote mais tous en France, des fois on n'a malgré tout pas les mêmes horaires, on peut avoir des collègues qui se lèvent plus tard le matin mais qui bossent plus tard le soir, on n'est pas forcément tous bien synchronisés, donc avoir des fois des petits messages de statut, ou ça peut être sur Teams ou Slack, juste indiquer si on est OK pour travailler, pour répondre à des questions, ou si non, en fait on est en train d'aller amener les enfants à l'école, ou en train de faire son petit break de la journée, indiquer justement si on est actif ou pas actif devant son écran, ça peut aider aussi des fois à savoir qui on va contacter. Et quand vous commencez à aller en mode un peu plus international, des outils un peu comme ça, des fois ça va devenir un peu indispensable pour savoir. Alors en fait, je veux planifier un meeting, le problème c'est quand est-ce qu'on va avoir du temps à peu près en commun, voilà, pour partager ces infos-là. Je vous ai partagé celui que j'utilise souvent, qui est Every Time Zone. Bon, il y en a plein d'autres, mais voilà, des fois ça peut commencer à devenir compliqué. Par contre, il faut savoir que ça permet aussi des fois de résoudre d'autres problèmes auxquels on ne pense pas. Par exemple, si vous avez des astreintes, du coup c'est plutôt pratique des fois d'être dans des fuseaux horaires différents. Ça évite que justement on soit d'astreinte pendant que ce soit notre temps de dodo. Finalement, il y a peut-être des gens où eux c'est juste leur temps de journée général, et on peut se retrouver à se relayer comme ça sans avoir des astreintes à des moments un peu plus problématiques pour nous, parce que finalement on fait le relais avec les copains qui sont dans des fuseaux horaires différents. Bon, le truc à retenir, en tout cas que moi j'en ai retenu, c'est que tout ce qui est comme synchrone, les meetings, c'est ce qu'il y a le plus dur, surtout quand plus il y a de gens, plus c'est compliqué. Le truc qui marche bien, en tout cas moi que j'ai trouvé et qui m'apporte le plus finalement, c'est les one-one, c'est-à-dire vous faites un call avec un collègue à la fois, souvent quand on veut une info, quand on veut vraiment partager ou retrouver des fois juste un peu de contact humain, on reste humain malgré tout. Voilà, c'est quelque chose malgré tout qu'on veut tenter d'éviter le plus possible. On a toujours besoin dans une certaine mesure, mais voilà, il faut savoir que c'est le premier problème auquel en général on est confronté. Si on passe dans un autre domaine, le problème de la scalabilité. Comment on passe à l'échelle finalement quand on est dans un système distribué? Bon, les problèmes, j'imagine que vous commencez à les connaître. Le premier problème, c'est on a trop de requêtes d'un coup sur un service et du coup ça ne tient plus. On ne sait plus répondre à cette demande-là. Ou à l'inverse, on commence à être un peu trop distribué, on a trop de services, et il y a beaucoup trop de services de communication entre ces différents acteurs, et au bout d'un moment, ça devient un vrai plat de spaghettis, on ne sait plus où sont les données et comment on doit les faire circuler. Donc qu'est-ce qu'on a comme solution pour résoudre ce type de problème ? Bon, ça, j'imagine que vous avez tous entendu parler de scalabilité verticale versus horizontale. Verticale, c'est quoi? C'est j'ai un système, j'ai ma machine, j'ai besoin de plus de patates pour répondre à plus de demandes, je mets plus de RAM, de CPU, de disques, etc. Pour absorber plus de charge tout en restant au même endroit. Ou à l'inverse, je me dis, plutôt que de grossir ma machine, j'en mets plusieurs. Je vais répliquer mon service, plutôt que d'en avoir un, je vais en mettre 4, je vais en mettre 10, je vais en mettre 100. Ils vont rester à petite échelle et on va répartir la charge. Le parallèle de ça, c'est que du coup, on fait le parallèle côté technique, on a nos applications qui sont côté monolithe. Si on veut justement faire de la scalabilité horizontale, au bout d'un moment, des fois, ça coince. C'est pour ça qu'on on parle beaucoup, je pense que si je parle de microservices, je vais surprendre personne ici. Voilà, l'idée des microservices, c'est d'avoir des plus petits morceaux de services, des plus petites briques logicielles qu'on peut plus facilement scaler et dédoubler indépendamment aux besoins. Pour ce qui est
de résoudre des problèmes de charge côté données, quand on a trop de données finalement et qu'on ne peut plus la stocker au même endroit parce que ça ne tient plus tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle du sharding, j'ai plus le mot français en tête, mais l'idée c'est qu'on va finalement regrouper les données en définissant un critère, par exemple ça peut être par utilisateur, par type de données, je ne sais pas, toutes les images ensemble, les avatars, ou toutes les données d'adresse, j'en sais rien, ou par position géographique. Tous les utilisateurs qui sont en France, on va les mettre dans une base de données, tous ceux qui sont aux États-Unis dans une autre, etc. Donc voilà, on détermine un critère et on va splitter nos données selon ce critère-là. Comment on réduit après nos problèmes de communication intra-service? Donc ça, si vous avez commencé à faire plein de microservices, c'est un problème au moment d'un moment où on est confronté, c'est justement les services qui commencent à se faire des ping-pong d'appels entre eux pour plein de raisons. C'est là où justement découpler au maximum chaque service devient vite indispensable pour réduire finalement cette communication service vers service. Et notamment, quand on parle de microservices, les premières choses qu'on se dit, c'est que il faut déjà que chaque service ait sa propre base de données pour éviter justement ces appels croisés. Plus on rend chaque service autonome, et finalement mieux ça se passe parce que on réduit finalement toutes ces communications transverses dont on pourrait se passer la plupart du temps. Quand on a problème de données, mais grosses données cette fois-ci, autre type de problème, plus côté en général big data, j'ai beaucoup de données à ingérer, j'aimerais en tirer une information utile à partir de tout ce tas de données brutes. Comment je fais? On a un algo qui est plutôt bien connu pour ça, qui est du MapReduce, où j'ai une donnée brute, je vais commencer par traiter cette donnée brute, la nettoyer un peu, la transformer, agréger plusieurs de ces données brutes pour en faire une seule et en tirer une info utile à la sortie. C'est la version simplifiée de comment ça se passe. Après, comment on traduit ça au monde humain? Comment on traduit un peu ces solutions-là? Je ne vais pas vous inventer quelque chose de miracle. Si on veut scaler, quand on a plus de charges et qu'on veut monter, ça va passer par du recrutement, mais pas du recrutement en mode j'ai mon équipe, je veux que mon projet aille 9 fois plus vite, je vais rajouter 9 devs. Bon, ça, on est d'accord. Je ne vais pas revenir là-dessus, on sait que ça ne marche pas. Ça a été prouvé par plein de raisons. Non, souvent, ce qu'on va pouvoir faire, c'est monter des nouvelles équipes. Je sais que typiquement, enfin en tout cas chez nous, là, chez Microsoft, les équipes restent en général à taille très très modeste. En général, on est éclaté par différents types de focus. Moi, par exemple, je fais partie de l'équipe JavaScript. Là, on a grossi dernièrement, on était 5, on est passé à 7. Après, voilà, on fait partie d'un cluster d'équipes un peu plus gros, dans une org un peu plus grosse, etc. Mais voilà, l'idée, c'est de répartir l'équipe, l'entité vraiment, qu'on va essayer de rendre le plus autonome possible, de la garder la plus petite possible. Donc, si on veut scaler, on va plutôt avoir tendance à vouloir créer des nouvelles équipes que d'entasser des gens dans les mêmes équipes qui existent déjà. Toujours sur le même principe. Le parallèle du microservice, d'ailleurs, il marche plutôt bien, puisqu'à la base, quand on a commencé à faire des microservices, c'était pas que pour résoudre des problèmes de scalabilité, mais pour résoudre aussi des problèmes finalement de taille d'équipe qui devenaient ingérables à un moment donné. Donc là, pour le coup, le parallèle se fait immédiatement. Et quand on veut faire le parallèle sur tout ce qui est justement sharding de données, c'est là où ça devient important de définir quelle va être la spécialité d'une équipe. On ne peut pas avoir une équipe qui va gérer la mise en place des outils dev, de l'infra, le développement, la qualité, de gérer finalement tout de A à Z. Ça marche beaucoup mieux quand on va réduire le focus de cette équipe à ce qu'elle sait le mieux faire, à ce finalement la plus grosse valeur qu'elle va pouvoir apporter, et avoir des équipes qui vont être dédiées à résoudre un problème particulier. Et c'est là où ça va le mieux marcher finalement. Et alors après, en termes d'outils, j'en ai pas trouvé beaucoup à mettre. Pour ce qui est justement un peu de gérer cette partie focus, il y a quelque chose qui marche plutôt pas mal. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent ou qui ont déjà entendu parler du système d'OKR, Objective and Key Result? Quelques mains qui se lèvent. Je ne vais pas forcément détailler. Le principe, en fait, c'est un principe un peu de management pour définir des objectifs au sein d'une équipe. Je vous invite à lire le bouquin qui s'appelle... Measures What Matters, justement, c'est un principe qui vient de Intel, justement aux États-Unis, pour permettre de définir des objectifs qui partent de tout en haut, finalement, dans la hiérarchie de votre entreprise et qui vont se décliner équipe par équipe et qui servent à déterminer le focus, finalement. On va prendre en général 3 gros objectifs pour, je sais pas, pour les 3 prochains mois pour votre équipe et on va essayer de s'aligner là-dessus et chaque équipe aura ses objectifs et en général, c'est plutôt transparent quels sont les objectifs de quelle équipe. Ça permet de savoir finalement qu'est-ce qu'on peut demander à une autre équipe ou pas, parce que ça s'aligne ou pas avec ce qu'elle est censée faire. Et ça permet aussi de se donner un focus à
soi-même pour savoir finalement est-ce que ça c'est un peu plus de ma responsabilité ou pas. Donc c'est pas que un truc pour traquer ou pour voilà, c'est plus un truc pour essayer de déterminer le focus finalement de chaque équipe et de le décliner après, quelle que soit la taille de votre société derrière. Le découplage, il n'y a pas de secret, c'est comme pour les services. Plus on est autonome dans une entité, donc plus vous allez être autonome dans votre équipe, plus vous allez être efficace. Il n'y a pas de secret. C'est pour ça que quand on est dans une startup, en général, on est capable d'aller très très vite, parce qu'on est dans des petites équipes qui sont très autonomes et qui peuvent prendre des décisions très vite sans avoir justement à faire des allers-retours hiérarchiques. Donc plus on donne d'autonomie finalement à une équipe, plus on est capable d'aller vite. Donc ça, il n'y a pas de secret. Et encore plus quand on est en remote et qu'on se tape toute la latence de la communication remote derrière. Le MapReduce, comment ça s'applique? C'est cool, c'est qu'encore une fois, on retrouve un rôle souvent de personnes qu'on ne savait pas des fois à quoi ils servaient. Le manager, justement, ça peut être justement son rôle d'aller chercher ces infos-là, de les agréger et de les rediffuser, parce que des fois, on peut recevoir, si c'est comme moi, on reçoit des fois 150 mails par jour, ça peut être dur de se tenir au courant de tout ce qui se passe si on n'a pas forcément envie d'aller dépiler tous ces mails-là. Donc des fois, justement, un petit point de synchro avec son manager qui nous fait le résumé des infos les plus importantes, ça aide énormément. A l'inverse, du coup, quand on est à plus grosse échelle et qu'on veut faire remonter de l'information, donc un peu l'inverse du Hollands, qui était la grosse information descendante, quand on veut récupérer finalement du feedback, faire du bottom-up, on a le format Ask Me Anything qui marche vachement bien. Nous, c'est pareil, encore en interne, je sais qu'on en a en général une fois par mois, qui est régulier avec le CTO de chez nous, qui fait ce genre d'événement-là, où n'importe qui de chez Microsoft peut aller poser une question et il va y répondre. Après, on a un système de vote pour que on sache prioriser les questions. Mais justement, être capable de faire remonter de l'info, surtout quand on est en remote, c'est vraiment important d'avoir des systèmes pour faire ça. Les systèmes de minutes, je vous en parlais, de faire des résumés quand vous faites des meetings, ça peut être très pratique des fois quand on va aller chercher de l'info, qu'on se dit tiens mais en fait ce truc là on en avait parlé dans un meeting il y a 2 mois mais je me souviens plus ce que c'était, plutôt que d'aller se retaper toutes les heures d'enregistrement qu'il y a des meetings parce qu'on ne sait plus exactement où c'est, quand on a tout résumé dans un petit cahier de notes partagé ou dans un wiki etc quelque part, ça peut être génial parce qu'on sait retrouver l'info qu'on voulait très rapidement. Faire des débriefs quand on est dans une équipe de dev, c'est un peu la même routine que quand on fait du Scrum par exemple et qu'on a justement les rétrospectives de fin de projet. Ça marche aussi même si ce n'est pas dans des équipes de dev ou en termes de management, faire des débriefs réguliers sur son équipe pour voir qu'est-ce qui marche pas, pour essayer de faire un peu d'amélioration continue sur le fonctionnement même de l'équipe sur sa façon de communiquer. Dernier point qu'on va aborder, tout ce qui est problématique de fiabilité. Du coup, c'est là où on va commencer à parler de problèmes de haute dispo. Finalement, on veut que notre système, même quand il y a une brique qui tombe, ça continue de fonctionner. On ne veut pas que tout s'écroule. On aimerait qu'il y ait un service de dispo continu derrière. Comment on évite de perdre de la donnée aussi. Typiquement, j'ai un service qui fait boom. Comment j'évite de perdre cette donnée-là qu'on voulait lui envoyer et que finalement elle se retrouve partie dans le néant, on ne sait pas trop. Et à partir du moment où on a des systèmes distribués ou non, en général, on aime bien quand même avoir une équipe qui fait de l'observabilité, qui va aller monitorer tout notre système pour savoir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, et être capable de ne pas faire les choses à l'aveugle, finalement, de pouvoir déterminer de manière précise l'état de notre système. Donc, comment on peut mettre quelques possibilités de solutions pour résoudre ces différents problèmes. Le premier, pour ce qui est de la haute dispo, en général, première solution qu'on va vouloir mettre en place, c'est faire du load balancing, avoir des réplicas de services, plusieurs services qui finalement vont faire la même chose, et ça permet non seulement de répartir la charge quand il y en a beaucoup, mais d'être capable de faire du failover. S'il y a un des services qui tombe, il faut qu'on détecte que ce service-là est tombé, et dans ce cas-là, on va éviter de lui envoyer du trafic, et on va répartir la charge vers le deuxième. Ça permet justement de garantir cette haute dispo. On aura peut-être perdu 2-3 requêtes, mais notre système ne sera pas tombé en attendant. Comment on peut résoudre des problèmes de perte de données? Bon, si c'est de la donnée qui est stockée en base, j'espère que tout le monde a des backups ici à partir du moment où on commence à stocker des données. Donc ça peut être la première base. Après, pour aller un peu plus loin là-dedans, tout ce qui est problématique de perte de données au moment de l'écriture. Si vous avez des données critiques à écrire et qu'on ne veut pas les perdre, qu'est-ce qu'on fait dans un système distribué? En général, on va rajouter ce qu'on appelle une file d'attente, une queue, dans laquelle cette donnée-là va être persistée et stockée en attendant d'être traitée par un service donné. Et cette donnée-là va rester dans la queue tant qu'elle ne va pas être traitée et qu'on n'aura pas eu le
le petit feedback OK du service pour dire OK, c'est bon, cette donnée-là, je l'ai traitée, elle a été persistée, sauvegardée, etc. Tu peux l'enlever de ta file d'attente. Comme ça, si jamais le service tombe au moment de traiter la donnée, il était peut-être au milieu du traitement ou il n'avait même pas encore reçu, et ben, ça reste en file d'attente et en gros, il y en a un système de retry pour redémarrer. Donc, en grosso modo, la file d'attente, c'est un système de stockage intermédiaire avec la garantie que notre donnée-là sera remise et traitée par le service derrière. Comment on gère toutes les problématiques de perte de données au moment de la lecture? Plus facile, mais ça arrive très fréquemment. J'essaye de lire une donnée et finalement, j'ai jamais de réponse. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On réessaye, on attend un petit peu, on réessaye, et puis ça marche toujours pas, on réessaye. Comme moi l'autre jour, qui voulait commander un nouveau Pixel, le site ne marchait pas de précommande, j'étais sur F5, et puis j'ai essayé jusqu'à un moment donné, ça s'est passé. Voilà, c'est la manière la plus simple, on a des systèmes de timing après aussi pour pas surcharger non plus les serveurs, donc on attend au fur et à mesure un peu plus de temps avant de faire son retry, mais voilà, on retente si on n'a pas l'info qu'on veut. Monitoring, bon alors ça, je vais juste rester sur la surface parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais un principe de base déjà simple quand on veut faire du monitoring, souvent c'est de commencer par juste mettre des health checks. Health check c'est quoi? C'est juste dire j'ai un petit endroit qui va regrouper où tous mes services vont régulièrement aller pinker ma base de health check pour dire je suis OK ou je suis pas OK. Enfin surtout dire je suis OK, parce que si on ne reçoit pas de signal justement pour dire je suis OK depuis un certain temps, en général ça veut dire que le service est peut-être plus là, il est parti. Et donc ça c'est assez facile à mettre en place souvent et ça permet au moins de vérifier qu'un service est toujours vivant et qu'il reping régulièrement, qu'il est toujours là, quoi. Quand on veut faire du vrai monitoring, c'est-à-dire aller se faire des beaux dashboards avec des alertes, en général la première étape ça va être de définir qu'est-ce qu'on veut mesurer. Aller sortir justement de ces points de mesure-là, de déterminer des métriques, donc des données un peu retravaillées qui vont nous donner une information de statut. Et sur ce statut-là, on va essayer d'aller positionner des alertes pour dire, je ne sais pas, si je suis en dessous de 10% d'espace disque là sur ma machine, il faut peut-être commencer à se poser des questions, c'est peut-être qu'on va avoir un problème, je ne sais pas, il y a trop de logs, il faut faire du nettoyage. Enfin, voilà, on va lever une alerte, ça va peut-être tomber. Donc l'idée, c'est d'essayer d'anticiper les problèmes. C'est bien là le mot important, c'est d'essayer d'anticiper et pas tellement de réagir. Bien sûr, il faut être capable de réagir si d'un coup on a toute la prod qui tombe, mais en général, ce qu'on veut faire par le monitoring, c'est de prévenir ces problèmes-là pour éviter d'y être confronté à des problèmes un peu plus gros, on va dire. Comment ça se traduit au monde humain? On va recontinuer un petit peu sur notre mapping. Alors c'est bien, on reparle beaucoup d'équipes en termes humains, ça a beaucoup se reposer justement sur vos collègues finalement, sur vos collègues de travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous bosser sur la même chose pour être capable de reprendre, mais c'est là où finalement, lorsqu'on est en remote, on a tendance, de manière naturelle, on est plus isolé, on est chez soi, alors tout dépend après à quelle fréquence on a tendance à échanger avec ses collègues, mais c'est quand même bien de tenir au courant ses collègues de sur quoi on est en train de bosser, éventuellement les problèmes qu'on a, et de ne pas s'enfermer justement quelque chose qu'on peut avoir tendance à faire, justement, plus on est distant de son équipe, plus finalement, en fait, ça peut être contre-intuitif, mais il faut être amené à repartager avec ses collègues, et quitte à des fois ce qu'on trouve que ce soit une perte de temps, mais ça permet que si pour X raison, voilà, encore une fois, ça va bientôt être la saison du ski, je me casse une jambe, moi mes collègues savent sur quoi je bossais, on perd pas l'info, si j'étais sur un chemin critique dans le développement d'un projet, j'ai un collègue qui peut reprendre la main et justement faire mon backup. Faire le backup, ça marche aussi quand on part en vacances. Tout simplement. Je reviendrai après sur la partie outils. Le health check, encore une fois, ça va être souvent le rôle du manager ou de votre team lead, au moins de vérifier. Au début, ça peut faire bizarre quand plusieurs fois par jour, au moins, voilà, on se fait pinguer entre collègues ou par votre chef, tiens, est-ce que ça va bien, machin. Au début, on se dit oui, c'est gentil. Mais au final, on se rend compte que des fois, le problème, c'est que si on n'a jamais au moins cette petite habitude finalement de pinguer ses collègues et des fois juste de discuter de tout et rien pour pas grand-chose, au moins juste se rendre compte qu'il y a quelqu'un en face, des fois des problèmes de un collègue qui va mal parce qu'il est tombé malade ou parce qu'il a des problèmes un peu plus personnels, ça passe vraiment de manière indétectée, alors que quand on est en présentiel, on a le café, on discute, on voit que notre collègue du bureau d'à côté, il tire une mine pas très sympa, on peut être amené à lui parler. En distance, on ne voit pas, on n'a pas tout cet aspect finalement de communication non verbale, donc c'est très important, encore plus je dirais, de faire ces petits health checks entre collègues pour se tenir au courant entre guillemets de la bonne santé des uns et des autres.
Pour le monitoring, en général, c'est la partie qu'on n'aime pas. Ça va être votre équipe leadership qui mette ça en place. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas en général souvent plus du monitoring. Ce qui est bien, c'est d'essayer d'être capable de traquer son propre avancement, c'est-à-dire de ne pas le faire en mode flicage. Moi, j'ai trouvé ça souvent pas mal productif quand finalement on avait un tableau d'avancement des projets de toutes les équipes et qu'on était capable de voir, que ce soit par des barres de progression ou des éléments de backlog filtrés, de voir finalement où en étaient les collègues, des fois parce qu'on peut avoir des dépendances entre projets ou autres, de savoir finalement où en sont les autres sur l'avancement d'un truc qui pourrait éventuellement nous intéresser. Et quand c'est complètement transparent, et c'est là où c'est le mot-clé qui est important, c'est qu'il faut pas que ce soit du truc fait un peu sous le tapis, genre le chef qui vient vérifier, non mais en fait, tu m'as pas répondu à 8h30, du coup qu'est-ce que tu faisais? Non, c'est pas ça, quand on bosse à distance, c'est pas vérifier les heures que chacun fait chez soi, etc. C'est plutôt être capable de suivre finalement est-ce que le projet il avance bien, s'il avance pas, s'il y a des problèmes, c'est à cause de quoi, comment on peut le résoudre, c'est plutôt être proactif sur la résolution des problèmes plutôt que d'essayer d'en inventer là où il n'y en a pas parce qu'on ne voit pas les gens en direct. En termes d'outillage, il y en a plein. Justement, je parlais des time zones. Quand vous avez la chance de travailler dans une équipe finalement internationale, ça peut être un gros outil pour faire du load balancing. Je prends un cas d'exemple tout bête qui m'a été appliqué. On a fait des comptes des fois qui tournaient sur des créneaux de 24 heures durant. C'était bien, comme on était dans plein de zones géographiques différentes, on pouvait se relayer sur les différents créneaux horaires et ça évitait que quelqu'un ne doive pas dormir pendant 24 heures, par exemple. Il y en a qui ont voulu le faire, mais en général, ça ne se passe pas très bien. Ça passe aussi par écrire beaucoup plus de documentation que ce qu'on ferait, même si c'est toujours bien d'écrire de la doc, mais en général, il faut faire encore plus l'effort quand on est à distance pour tracer finalement tout ce qu'on fait et que si pour X raisons, voilà, on ne peut pas être présent au moment où quelqu'un a besoin de l'info ou, encore une fois, un problème de santé, n'importe quoi, une des vacances, et au moins l'info est tracée quelque part, on peut la voir, la connaissance n'est pas perdue. Faire du pair programming, on peut se dire que ça peut être compliqué à distance, mais en fait c'est encore plus bénéfique que quand on est en présentiel, parce que ça permet de repartager naturellement cette connaissance-là du projet, de ce sur quoi notre collègue travaille, parce qu'on bosse à plusieurs. En plus c'est vachement sympa parce que ça crée du lien même quand on est à distance. Il y a plein d'outils pour faire du pair programming à distance, pour ceux que ça intéresse. Et de manière plus générale, c'est vraiment repartager de manière très régulière avec son équipe, que ce soit par de la doc, que ce soit par justement des meetings de partage, autant de connaissances que possible. Pour ce qui est de gérer du backup, c'est là où avoir une base de connaissances partagée est super importante, avoir le plus de docs possible est importante. Un truc que j'ai découvert aussi, je trouvais ça vraiment pas mal, c'est quand on part en vacances, pour donner une durée assez longue, on va dire, souvent, je sais pas, les vacances d'été, on part 3 semaines, 1 mois, j'en sais rien. Si on a de la chance, c'est de faire un petit email de continuité, de handover, j'ai plus le mot français exactement en tête, mais l'idée c'est quoi? C'est de faire un petit mail à son équipe pour dire voilà les projets sur lesquels j'étais en cours ou les stories sur lesquelles j'étais en cours, voilà éventuellement les problèmes que j'avais, si quelqu'un veut reprendre, et la doc se trouve là, et s'il y a une question, vous pouvez demander à telle personne avec qui justement j'ai pair programmé ou j'ai fait le relais qui a l'info, et puis voilà, on se revoit dans 3 semaines. Au moins ça permet de faire un peu le passage de bâton à ceux qui vont éventuellement être amenés à reprendre votre travail derrière vous, et je trouve que c'est super pratique finalement quand on a des collègues qui partent, on ne se retrouve pas, zut, mais en fait demain il fallait qu'on livre ce truc là, ouais mais en fait il est plus là, et comment on récupère l'info? Voilà, justement quand on a un peu ce petit passage de bâton à l'avance, ça permet de déstresser tout le monde et c'est plutôt pratique. Tout ce qui est système de file d'attente, les backlogs, ça marche très bien pour ça. Moi, personnellement, je travaille beaucoup avec des to-do list perso. Je ne saurais pas m'en passer autrement. Pour ce qui est système de retry, c'est facile, ça arrive fréquemment qu'on ping quelqu'un sur un chat ou qu'on envoie un mail et puis ça passe à trappe et la personne ne répond pas. C'est facile, on réessaye. On réessaye des fois par différents channels. S'il n'a pas répondu par email, des fois on essaye le chat parce que des fois il y a des personnes qui sont un peu allergiques aux emails, donc on essaye différemment. Enfin voilà, on essaye différents canaux de manière en général gentille. J'ai envie de dire, il faut toujours être bienveillant parce qu'on ne sait jamais finalement quel problème la personne a pu avoir en face. En général, souvent quand on répond pas, c'est pas forcément de notre bonne volonté parce qu'on a envie de ghoster quelqu'un, c'est plus que voilà, on peut pas, donc pour X raisons. Donc faut pas le prendre personnellement. Souvent, moi je sais que j'avais un manager qui nous disait à notre équipe, moi de toute façon quand je rentre de vacances dans ma boîte mail j'ai 10 000 emails, donc ce que je fais c'est que je fais supprime tout et de toute façon s'il y a des trucs importants, ça repopera d'une manière ou d'une autre. Ça marche pas mal. Bon. Genre, je sais pas si j'oserais, mais voilà.
Après, voilà, sur les health checks, on peut le faire d'équipe à équipe, mais on peut avoir aussi des outils pour le faire de manière un peu plus régulière. Dans mon équipe, il y a un truc qu'on faisait, c'était toutes les semaines envoyer finalement les 3 choses sympas sur lesquelles on a bossé, éventuellement partager 3 problèmes qu'on a pu rencontrer et une anecdote sympa. Je ne sais pas qui nous est arrivé, je ne sais pas, mon gamin a fait ses premiers pas, c'est super cool, enfin voilà, pour partager un peu aussi des anecdotes perso dans son équipe, je trouvais ça super sympa, ça crée du lien aussi un peu dans l'équipe, on peut mettre différents moyens de faire ça, on peut faire tourner aussi des sondages réguliers dans l'équipe, anonymes de préférence, ça permet au moins d'avoir un peu plus de ressenti, on va dire un peu plus honnête de l'équipe, savoir finalement est-ce qu'on est content de travailler dans cette équipe-là, est-ce que, enfin voilà, il y a un outil classique qui est le INPS, Net Promoter Survey, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. L'idée c'est simplement poser la question, est-ce que vous recommanderiez à un ami proche de bosser dans votre équipe, tout simplement, ça permet de savoir si c'est plutôt non, ça peut être signe qu'il y a peut-être des choses à revoir dans la façon de fonctionner. Donc voilà, faire des one-one avec des collègues, avec son manager, ça aide aussi énormément. Et côté monitoring, encore une fois, je disais transparence, et la transparence, ça passe par savoir finalement c'est quoi les objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce qu'ils sont réalistes et tout, ça c'est une autre question, mais voilà, de partager l'avancement commun au maximum entre tout le monde pour que ça fonctionne. Bon là, je parle d'outils, de possibles solutions, ça s'applique pas. Il faut savoir que dans des systèmes distribués, des problèmes, on en a plein d'autres. J'aborderai pas tout ce qui est sécurité, persistance, mise à jour, ouverture, hétérogénéité, enfin des problèmes on en a plein. L'idée c'était juste de faire un petit parallèle avec ce qu'on pouvait retrouver avec le monde humain. On reste des humains et ça peut marcher sous certains angles de modéliser un peu notre organisation, notre façon de fonctionner en projet sous forme d'une archi logicielle. Ça a ses limites aussi, ça peut permettre des fois de trouver des solutions pragmatiques. Moi je sais que voilà, en tout cas en tant que dev, j'ai beaucoup cette mentalité un peu de problem solving et ça permet un peu de dépassionner certains débats et de trouver une solution on va dire plus concrète, plus pragmatique des fois des problèmes qu'on peut avoir qui peuvent être où il y a beaucoup d'émotions qui peuvent être liées voilà, à la façon de fonctionner des fois entre collègues. Il faut juste pas perdre de vue quelque chose d'essentiel ou justement quand on se retrouve, enfin moi quelque chose auquel j'ai eu vraiment de mal au début en passant en remote, c'est qu'on se retrouve à exister finalement que parce qu'on produit et plus parce que on existe au sein d'une équipe où on est voilà, un être humain. Donc on a besoin de choses positives à repartager, c'est bien d'avoir des rituels pour ça, de dire quand il y a quelque chose qui ne va pas à vos collègues aussi, même si des fois ça peut être dur. Moi personnellement j'ai du mal à m'ouvrir, mais voilà, faut essayer de faire un peu des efforts. Partager des anecdotes sympas de qu'est-ce qui s'est passé le lundi, ça peut être un bon moment de partager sur qu'est-ce qu'on a fait pendant le week-end avec ses collègues, qu'est-ce qu'on a fait de sympa surtout, de partager les succès tous ensemble dans la boîte. Dans mon ancienne boîte, il y avait un truc qui se faisait à chaque fois qu'une équipe livrait une fonctionnalité en prod, on envoyait un petit mail de woot à toute la boîte et on célébrait tous ensemble ces petits succès-là. De faire des activités d'équipe, c'est pas parce qu'on n'est pas physiquement à côté qu'on peut pas faire des activités d'équipe. Il y a plein de jeux qu'on peut faire ensemble. J'ai déjà fait des escape games en remote. J'ai fait un truc, pour ceux qui connaissent, il y a un jeu qui s'appelle Codenames, qui est très sympa à faire, qui est gratuit justement en remote. Se faire des cafés, finalement, des remote coffee en équipe, ça marche bien aussi pour discuter des fois autre chose que du boulot et de partager un peu comme on le partagerait quand on était en physique le matin à la machine à café. C'est toujours important. Et de penser à faire des pauses, parce que des fois c'est dur. Donc voilà, c'était pour mon retour. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez récupérer les slides, je vous ai mis un lien. S'il y a des questions, je vais pouvoir en prendre. Et puis si je n'ai pas la chance de pouvoir prendre votre question, vous pouvez toujours me pinguer plus tard sur Twitter si besoin. Donc voilà. Merci Johan. Est-ce qu'il y a des questions? On va faire passer un micro. Il y en a un en haut, il y en a un en bas. Une question en haut. Oui, bonjour, merci beaucoup. Comment tu arrives à faire le lien entre l'agilité avec un certain nombre de rituels journaliers, ce genre de choses, et les équipes distribuées? Alors aujourd'hui, je ne suis plus dans une équipe de dev, mais on a essayé de mettre en place justement certains rituels. Alors je ne sais plus où tu es, je n'arrive pas à voir, si tu peux lever la main. Ok, merci. Du coup, on a mis en place certains rituels venant de l'agilité, du genre on se fait des sprints. On avait décidé de se faire des sprints mensuels. On avait un backlog justement avec tout ce sur quoi tout le monde travaillait et aussi des idées des choses où on pourrait travailler mais finalement qui étaient assignées à personne pour le moment.
de faire ce planning d'équipe aussi tous ensemble. Ça permettait d'avoir des moments de partager, surtout que dans mon boulot, on a tendance quand même à bosser beaucoup chacun de notre côté, et ça faisait justement ce petit rituel où on était tous en équipe, et on pouvait savoir ce sur quoi les copains travaillaient, de se faire aussi les rétros, de se planifier ça, et en fait, finalement, l'agilité, je trouve, se prête très bien. À la limite, ce qui se prête le moins à l'agilité quand on est vraiment distribué, c'est le stand-up du matin, où, quelle que soit l'heure, selon son fuseau horaire, parce que des fois, trouver 15 minutes en commun, ça peut être très compliqué. Alors, il y a des alternatives. Par exemple, nous, on avait essayé, passer un temps, de se le faire sous forme de petites vidéos. Chacun partageait une vidéo de 2 minutes de son état. Bon, ça n'a pas duré dans le temps, parce que les gens avaient la flemme de le faire, et au bout d'un moment, on avait la flemme de regarder les 2 minutes des autres gens, donc on est passé à autre chose. Mais voilà, il y a plein de façons de le faire fonctionner, et finalement tous les rituels d'agilité fonctionnent presque aussi bien à distance, et notamment les rôles. Je parlais tout à l'heure de PM, le rôle de PM, il se retrouve très bien dans le rôle de Scrum Master pour faire le facilitateur de communication finalement entre les différentes parties de l'équipe. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bonjour, j'ai trouvé ça très intéressant et je me projette vachement là-dedans parce que en petite équipe c'est vachement en proximité tout ça, mais au fur et à mesure que l'équipe grandit, est-ce que ça se rapproche pas plus de l'utopie? Est-ce que c'est vraiment applicable ce genre de façon de réfléchir et de comment favoriser un petit peu la proximité même à distance? Alors, personnellement, mon expérience me montre que ça marche plutôt pas mal à grande échelle, justement, quand on a un découpage qui est adapté pour ça. Alors bon, j'ai la chance vraiment d'avoir rejoint une équipe qui a été conçue dès le début pour le remote. Donc c'était quelque chose qui était dans la culture, ce qui n'est pas forcément dans le cas quand il y a des sociétés où ça a été forcé, où ça a été mis en place rapidement parce qu'il y avait le besoin, et voilà, et ça n'a pas été pensé en amont. Comme je disais, dans mon équipe immédiate, on est là, c'est une centaine de personnes vraiment dans les personnes avec qui j'interagis le plus fréquemment. Au-dessus, je fais partie d'une entité qui est un peu plus grosse, où on est 500 personnes, où j'ai aussi quelques contacts parce qu'on interagit un peu entre nous, mais forcément moindre parce que c'est plus les mêmes intérêts exactement. Et au-dessus, on fait partie d'une org où on est plus de l'ordre de 5000 personnes, et après encore au-dessus. Enfin voilà, à chaque fois on a différents niveaux, donc ce qui est important pour que ça fonctionne, finalement, c'est de déterminer des focus, finalement, de déterminer chacun une feuille de route, des objectifs précis à chaque équipe, à chaque sous-entité, et de faire un découpage qui soit plus ou moins intelligent. C'est sûr que si on se dit on veut faire de l'agilité à distance, je ne sais pas, j'imagine des projets où j'ai pu être, par exemple, développeur, où on était 50 développeurs dans un open space. C'est sûr que si on veut scaler ça d'un coup en passage en remote, ça peut poser plus de problèmes. C'est là où, finalement, pour que ça fonctionne, on ne peut pas juste prendre une organisation telle qu'elle fonctionnait finalement en mode présentiel et l'adapter en mode remote tel quel. Il faut repenser finalement l'organisation pour qu'elle soit adaptée au passage en remote. Et ça, c'est quelque chose qui demande du temps, forcément, qui demande des fois de changer des mentalités. Je sais que chez nous, en France, j'ai fait partie de boîtes où c'était très compliqué de faire passer certains messages comme ça. Je ne pense pas que les problèmes viennent vraiment de la méthode sur le fait d'être à distance. Je pense que le problème vient plus de la façon dont on peut être organisé en tant que société et des habitudes de travail de chacun, Merci Johan. Désolé, on n'a plus le temps pour les questions. Johan se tiendra à votre disposition. Merci beaucoup Johan. Merci.